Chapitre 27. La vie de pension n'est pas une chose bien variée, surtout dans un collège de province, et dans quel collège encore. Si, après y avoir montré mon entrée, parce qu'un côté de mon caractère s'y développait, je voulais absolument suivre cette vie dans tous ses détails, je n'aurais à raconter que quelques espiègleries d'enfants, suivies de pénitences et de pensum, ne valant pas même la peine d'être consignés dans les jeunes écoliers de M. Bouilly. Un accident terrible arrivé au séminaire de Soissons fit que ma mère, déjà consolée de ma révolte, rendit de nouvelles grâces à Dieu de ce que je n'y étais point entré. La poudrière de la ville, qui était située à 50 mètres à peu près de ce séminaire, sauta. Il fut renversé de fond en comble, et 8 ou 10 séminaristes furent tués ou blessés. Sur ces entrefaites, un de nos parents mourut. C'était celui chez lequel je trouvais l'hospitalité la nuit où je perdis mon père. Sa vie, Marianne, notre cousine, ma sœur et à moi, quitta alors Villers-Cotterêts pour aller demeurer près de son oncle, l'abbé Fortier, qui tenait la cure du petit village de Béthisy, situé à 5 lieues de chez nous et à 3 lieues de Compiègne. Cet abbé passait pour fort riche. La cousine Marianne paraissait donc faire une bonne affaire en devenant son intendante. Seulement il était d'un caractère un peu inquiétant. Nous aurions dit excentrique si l'on se fût servi du mot à cette époque. Je ne sais quelle déviation de la route que tout homme doit suivre pour être dans sa voie naturelle avait poussé l'abbé Fortier vers l'église. L'abbé Fortier était né pour faire un excellent capitaine de dragons, tandis qu'il faisait, je ne dirais pas un mauvais prêtre, Dieu m'en garde, mais tout au moins un singulier prêtre. C'était un homme de 5 pieds 8 pouces, taillé en Hercule, portant le corps droit, la tête haute, et faisant à chaque instant des appels du pied droit, comme un maître d'escrime en salle d'armes. D'ailleurs, un des meilleurs joueurs de billard, un des plus excellents chasseurs, un des plus grands mangeurs que j'aie jamais vus. Il va sans dire que je ne songe pas à comparer l'abbé Fortier à Boudou sous ce dernier rapport. Chez l'abbé Fortier, manger longtemps et beaucoup était une faculté. Chez Boudou, manger toujours était une maladie. Un jour, l'abbé Fortier fit, avec un curé des environs, le pari de manger 100 œufs à son dîner. Les 100 œufs lui furent servis, la cuisinière bourgeoise à la main, de 20 manières différentes. Les 100 œufs furent mangés. « Bon, dit-il, il faut être beau joueur et donner les 4 aux 100. Faites durcir 4 œufs. » Et il mangea les 4 œufs durs, après en avoir mangé 100 à toute sauce. On racontait de sa jeunesse une histoire assez curieuse. Il avait 30 ans à l'époque dont je veux parler. Or, comme il en comptait 62 au moment où nous sommes arrivés, c'était 32 ans auparavant que se passait cette histoire. Il n'était encore que vicaire et portait vers le soir le viatique à un mourant d'un village voisin. Un mari qui, sans doute à tort, avait conçu une violente jalousie contre lui, l'attendait dans un chemin creux par lequel il devait nécessairement passer pour aller de Béthisy au village où il était attendu. Quand l'abbé Fortier vit cet homme debout au milieu de la route, le visage crispé par la colère et les poings serrés, il devina bien dans quel but il était venu là. Mais, ministre d'un Dieu de paix, mais ennemi de tout scandale, il le pria aussi poliment que possible de le laisser passer. « Ah oui, vous laissez passer, monsieur le vicaire, » dit l'homme avec cet accent goguenard tout particulier à nos paysans. « On ne passe pas comme cela. » « Et pourquoi ne passe-t-on pas comme cela ?» demanda le vicaire. « Parce qu'on a un petit compte à régler avec ce pauvre Bastien. »« Je ne vous dois rien, dit l'abbé. Laissez-moi passer, et vous voyez bien que je suis attendu, et par quelqu'un qui n'a pas le temps d'attendre longtemps. »« Il faudra bien pourtant, dit Bastien, en jetant bas sa veste et en se crachant dans les mains. Il faudra pourtant bien qu'il attende. S'il est trop pressé, il ira devant. » « Et que faudra-t-il qu'il attende ?» demanda l'abbé, qui commençait à s'échauffer. « Que je vous ai donné une volée, donc, monsieur le vicaire. »« Ah, oui, et c'est pour cela que tu es venu, Bastien. »« Un peu. Ce n'était pas la peine de te déranger, mon ami. Vous croyez ? J'en suis sûr. »
et posant le viatique sur le bord d'un fossé. « Mon Dieu, dit l'abbé du ton le plus religieux, mon Dieu, ne soyez ni pour l'un ni pour l'autre, et vous allez voir un gaillard joliment rossé. » L'abbé était homme de parole, et le bon Dieu vit ce qu'il avait promis de lui faire voir. Après quoi, il reprit le viatique, continua son chemin, administra son malade et revint tranquillement chez lui. Bastien et l'abbé Fortier avaient tous deux intérêt à ce terme, aussi se turent-ils, mais on sut l'affaire par l'enfant de cœur. Et il faut le dire, à l'honneur de l'abbé Fortier, elle n'étonna personne. Un jour, il allait chasser à la motte, mais avant de se mettre en chasse, il devait dire la messe dans la chapelle du château. Il avait emmené à cet effet, et pour l'aider dans ses opérations, son chien Finot et son enfant de cœur Quillot-Pierre, prononcé Petit Pierre. L'église était adossée à la garenne dans laquelle devait commencer la chasse. Comme Finot était un excellent chien menant son lapin à mort, l'abbé Fortier, qui n'aimait à chasser qu'avec Finot, avait ordonné aux domestiques de l'enfermer avec soin. Après l'évangile, l'abbé s'arrête et écoute. Il avait entendu dans la garenne un aboiement bien connu. Après avoir écouté un instant, il se retourne et trouve l'enfant de cœur, le sourire sur les lèvres, écoutant de son côté. « Fuis donc, Quillot-Pierre, dit l'abbé, est-ce que ce n'est pas la voix de Finot que j'entends là-bas ?»« Si fait, monsieur l'abbé, ils l'auront laissé aller, et ils chassent un lapin. »« Eh bien, dit l'abbé, le lapin peut être tranquille, s'il ne se terre pas, il est fichu. » Et il continua sa messe. La messe finie, Finot menait toujours. L'abbé prit son fusil, marcha sur la voie et tua le lapin. C'était le même enfant de cœur qui avait déjà raconté l'histoire de Bastien. Il raconta la seconde comme il avait raconté la première. Il y en avait encore d'autres, mais celles-là ne peuvent pas être racontées, même par un enfant de cœur. Marianne allait donc rejoindre l'abbé Fortier, âgé de 62 ans, et qui ne passait plus, à tort peut-être, que pour un grand chasseur et un grand mangeur. Il la reçut à merveille, l'installa au presbytère, et comme ma cousine Marianne m'aimait beaucoup, il l'autorisa à me ramener avec elle au prochain voyage qu'elle devait faire à Villers-Cotterêts et qui coïncidait avec les vacances de 1812. Et les vacances arrivées, on nous jucha, ma cousine et moi, sur un âne. Picard, cet ancien garçon qui me racontait de si belles histoires à la forge, prit un bâton, chassa l'âne et nous nous mîmes en route. Ce voyage, comme tous les voyages enfantins, fut plein d'étonnement pour moi. Je me rappelle avoir eu longtemps à notre gauche une montagne surmontée d'une ruine qui me paraissait un pic des Alpes ou des Cordillères, montagne que j'ai revue depuis et que je n'ai pas trouvée plus haute que Montmartre. Je me rappelle avoir eu à ma droite une tour qui me sembla si haute que je demandais si ce n'était pas la tour de Babel. La montagne était la butte de Montigny, la tour était la tour de V. Nous arrivâmes, après un voyage qui me parut démesurément long et qui dura 7 ou 8 heures en tout, nous marchions du pas de Joseph et de la Vierge Marie, fuyant en Égypte. Seulement, je ne sache pas que l'on ait conservé le souvenir des haltes que nous fîmes en route. Enfin, nous arrivâmes, c'était le bon moment pour débarquer chez l'oncle Fortier. On était au commencement de septembre, il y avait un beau berceau de vigne où pendaient des grappes de raisin à lutter contre celles de la terre promise. Il y avait dans la petite cour un dominotier tout chargé de prunes, il y avait enfin un immense jardin tout plein de pêches, d'abricots et de poires. En outre, la chasse venait de s'ouvrir. L'abbé Fortier me reçut assez bien, quoique avec plusieurs grognements qui prouvaient que toute ma personne ne lui était pas également sympathique. L'abbé était fort instruit, il savait le latin et le grec sur le bout de son petit doigt. Il me salua dans la langue de Cicéron. Je voulus lui répondre et fis 3 barbarismes en 5 mots. Il était fixé. Ce fut ma première humiliation morale. Je raconterai la seconde en ces lieux et places. Je voulus me rattraper sur l'histoire naturelle et sur la mythologie, mais l'abbé Fortier était de première force sur tout cela, et je baissai l'oreille avec un soupir. J'étais vaincu.
Du moment où j'étais vaincu et où j'avouais ma défaite comme Porus, le vainqueur fut clément comme Alexandre. L'abbé commença sa séduction pour moi par un excellent dîner. S'il mangeait bien, il buvait encore mieux. J'étais en admiration devant cet homme. Je ne m'étais pas figuré les curés ainsi. L'abbé Fortier était tout prêt à me raccommoder avec le séminaire. Le lendemain, après la messe, l'abbé Fortier faisait son ouverture de chasse. La messe ne finissait qu'à 8h30, mais personne ne se serait permis de tirer un perdreau sur le terroir avant qu'on eût vu passer l'abbé Fortier, la soutane retroussée, la carnassière au dos, le fusil sur l'épaule, précédé de Finot et suivi de Diane. Ce jour-là, il y avait un troisième acolyte, c'était moi. Mes souvenirs de chasse s'étaient perdus dans le crépuscule de ma première enfance et remontaient à mon père et à Moquet. Encore tout se passait-il pour moi à cette époque comme dans les tragédies de Racine, en récit. Cette fois, c'était de l'action, et j'y prenais presque part. L'abbé tirait admirablement bien, et le terroir était giboyeux. Il tua une douzaine de perdrix et 2 ou 3 lièvres. Je faisais autant de chemin que Diane, et à chaque pièce de gibier qui tombait, je me précipitais à l'envi des chiens pour la ramasser. On ne chasse pas sans jurer un peu contre ses chiens. L'abbé Fortier jurait beaucoup. Tous ces détails en faisaient pour moi un abbé tout à fait à part, qui n'avait rien de commun avec l'abbé Grégoire. De ce moment, je fus convaincu qu'il y avait 2 espèces d'abbés. Depuis que j'ai habité l'Italie et surtout Rome, j'en ai découvert une 3e. Oh, la bonne journée que cette première journée de chasse, comme elle est restée dans ma mémoire, comme elle a fait de moi ce chasseur infatigable qui a été depuis le désespoir des gardes champêtres. De son côté, l'abbé fut très content de mon jarret qu'il trouva fort supérieur à mon cerveau. Il me fit là-dessus quelques compliments goguenards dont je sentis toute la portée. Mais il m'avait donné tant de plaisir que je n'avais pas le courage de lui en vouloir. Je restai 15 jours chez l'abbé Fortier, j'aurais voulu y rester toute ma vie. Ma mère me rappela, c'était la première grande absence que je faisais, pauvre femme qui avait voulu m'envoyer au séminaire. Elle écrivait qu'elle allait mourir d'ennui si l'on ne me renvoyait pas vite à elle. L'abbé Fortier haussa les épaules et dit « Eh bien, qu'on le renvoie ». La sensibilité n'était pas le côté faible de l'abbé Fortier. On me remit sur un âne, on me conduisit à Crépy, qui 2 fois par semaine avait une correspondance avec Villers-Cotterêts grâce à une vieille femme nommée la mère Sabot et à son âne. Je passai de mon âne sur l'âne de la mère Sabot, et le soir même je fus à Villers-Cotterêts. Je trouvai un nouveau personnage installé dans la maison. Ce nouveau personnage était mon futur beau-frère. C'était un jeune homme de 26 à 27 ans qui, sans être beau, était porteur d'une physionomie si fine et si spirituelle qu'elle pouvait parfaitement remplacer la beauté. Il était en outre d'une adresse remarquable à tous les exercices, faisait bien des armes, enlevait à 25 pas avec la balle d'un pistolet le bouchon d'une bouteille sans toucher à la bouteille, montait parfaitement à cheval et, sans être un chasseur de première force, passait pour un bon tireur. Avant mon départ, il venait quelquefois déjà à la maison, et j'étais fort lié avec son chien nommé Figaro, lequel méritait, parmi les chiens, une réputation d'esprit égale à celle que son maître s'était faite parmi les hommes. Je fus parfaitement reçu par tout le monde, et particulièrement par le jeune homme qu'on appelait Victor Letellier. Il aimait beaucoup ma sœur, et voulait se faire des auxiliaires de tous ceux qui l'entouraient, et même de moi. « Ah, mon cher Alexandre, me dit-il en m'apercevant, il y a depuis 15 jours sur ma cheminée un objet qui t'est destiné. Je n'ai pas besoin de te dire lequel, va le prendre toi-même. » Je partis tout courant. Victor demeurait chez monsieur Picot de l'Épée, dans cette même maison où mon père était mort. « Ouvrez-moi la chambre de monsieur Letellier, criai-je en entrant sur la cuisine. Il m'envoie chercher quelque chose qu'il a laissé sur la cheminée. »
On m'ouvrit la chambre, je courus à la cheminée, et au milieu de 2 ou 3 piles d'argent, d'éperons, de cravaches, de tire-bottes et d'autres objets, j'aperçus un petit pistolet de poche, véritable miniature, sur laquelle je me jetai sans hésitation, tant je compris que l'objet qui m'était réservé, c'était ce pistolet. Ce cadeau, un des premiers que j'ai reçus, fut une des grandes joies de ma vie. Mais ce n'était pas le tout d'avoir un pistolet, il me fallait de quoi en jouir. Je regardais autour de moi, ce que je cherchais n'était pas difficile à trouver dans la chambre d'un chasseur. Je cherchais de la poudre. Je trouvai une poire et versai la moitié de son contenu dans un cornet. Puis je m'élançai dans ce qu'on appelait le parterre, c'est-à-dire dans la partie du parc qui n'était pas encore la forêt. Là commença une pistolade qui ne finit qu'à mon dernier grain de poudre et qui amassa tous les gamins de la ville. Au bout d'une demi-heure, ma mère était prévenue que je me livrais à un exercice à feu exagéré. Ma mère m'aimait tant qu'elle craignit un accident. Un de nos amis, dont j'ai déjà prononcé le nom une fois, M. Denré de Vouty, était arrivé une fois chez nous, pâle et tout sanglant. Il chassait dans les environs de Villers-Cotterêts, c'était pendant l'hiver. Comme il sautait un fossé, une certaine quantité de neige était entrée dans le canon de son fusil avait crevé et s'était emporté une partie de la main gauche. Le docteur Lécosse, appelé, avait pratiqué à l'instant même l'amputation du pouce. M. Denré avait guéri après une fièvre affreuse, mais il était resté estropié. Or, chaque fois qu'il était question de fusil, de pistolet, d'une arme à feu quelconque devant ma mère me voyait revenant pâle et sanglant comme M. Denré de Vouty, et prenait une telle frayeur que moi-même j'en avais pitié et que je renonçais presque à être jamais un Hippolyte ou un Émeraude. Alors je revenais à mon arc et à mes flèches, mais là encore était pour ma mère un nouveau sujet d'alarme. Un de nos voisins, un nommé Bruyant, qu'on retienne ce nom, on le retrouvera plus tard dans une circonstance grave, avait eu, comme Philippe de Macédoine, l'œil droit crevé par une flèche. La terreur de ma mère fut donc grande en apprenant que j'étais muni d'un pistolet et que j'avais des munitions pour l'utiliser. C'était bien difficile de courir après moi. Mes jambes avaient grandi depuis l'aventure de Lebègue. D'ailleurs, la forêt m'était amie. Comme Bas-de-Cuir connaissait tous les coins et recoins de ces bois, moi je connaissais tous les tours et détours des nôtres. J'étais capable d'être encore 3 jours sans revenir. On résolut d'employer l'autorité. Il existait, logeant à la mairie, une espèce de portier, agent de police, remplissant les fonctions de commissaire ou à peu près, annonçant les nouvelles au son du tambour, comme cela se faisait encore dans quelques villes de province, l'été tuant les chiens errants, non pas avec des boulettes, mais avec un grand couteau de chasse, l'hiver faisant casser la glace des ruisseaux et enlever la neige de devant les portes. Il s'appelait Tournemol. On prévint Tournemol. Tournemol guetta ma rentrée chez ma mère, puis derrière moi, il se présenta. En apercevant Tournemol, je prévis quelque chose de sinistre. Tournemol venait, au nom de la ville tout entière, ému par le bruit des coups de pistolet, exiger et demander le désarmement du coupable. Il y eut lutte, mais force resta à l'autorité, et le coupable fut désarmé. On le voit, ma joie n'avait pas été longue, elle n'avait pas même duré ce que durent les roses. En 1 heure, j'avais été propriétaire heureux du pistolet, j'avais usé ma poudre, j'étais revenu à la maison, et j'avais été désarmé par Tournemol. Ce fut une grande honte pour moi que ce désarmement, honte à laquelle ne purent faire diversion le lendemain les graves nouvelles qui arrivèrent. Le lendemain, 23 septembre 1812, éclatait à Paris la conspiration Mallet, tandis que Napoléon datait de Moscou son décret sur l'organisation du théâtre français et sur les prud'hommes de Cambrai. Dieu commençait à retirer sa main de cet homme. Il a livré la bataille de la Moskowa au milieu de l'affaiblissement et des doutes de son génie. Il a laissé parmi les morts 11 de ses généraux.
Il a écrit aux évêques pour qu'il soit chanté un Te Deum, car il a besoin de rassurer Paris et de se rassurer lui-même. Puis il est rentré à Moscou, croyant que Moscou était une capitale comme une autre, et le soir, Moscou a révélé ses premiers incendies. Alors, au lieu de prendre un parti, au lieu de marcher sur Pétersbourg ou de revenir sur Paris, au lieu d'établir ses quartiers d'hiver au cœur de la Russie, comme César faisait au sein des Gaules, il hésite, il se trouble, il dit qu'il s'est aventuré, presque perdu. C'est alors qu'à Paris, par une coïncidence étrange, avant même qu'on se doute de l'embarras pressant et des revers à venir, éclate la conspiration Mallet, qui prend le colosse au plus fort de sa puissance, qui l'étreint, qui l'ébranle, et qui, si elle ne le renverse pas, prouve au moins qu'il peut être renversé. Le 29, on fusille, dans la plaine de Grenelle, Mallet, Lahorie et Guidal. Enfin, on se décide. Pour la première fois, on aura pris inutilement une capitale. Pour la première fois, on battra en retraite après des victoires. La neige qui est tombée le 13 octobre a fixé les irrésolutions du victorieux, à l'orgueil duquel Dieu laisse cette dernière consolation de pouvoir dire qu'il a été vaincu non par les hommes, mais par le climat. Le 19 octobre, Napoléon quitte Moscou en faisant au duc de Trévise l'ordre de faire sauter le Kremlin et en emportant la croix du grand Ivan qu'il destine au dôme des Invalides et qu'il laissera sur sa route faute de bras pour la porter plus loin. Enfin, le 18 novembre, Napoléon arrive aux Tuileries à 11 heures du soir, s'approche d'un grand feu, se réchauffe, se frotte les mains et s'écrie « Ah, décidément, il fait meilleur ici qu'à Moscou !» Ce fut l'oraison funèbre de la plus belle armée qui ait jamais existé. Oh, Varus, Varus !